Nous allons maintenant procéder aux nominations au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Le Cercle d'excellence a été instauré pour souligner la contribution remarquable de personnes au sein des établissements du réseau. À cette fin, la présidente de l'université a invité chacun des chefs d'établissement à désigner une personne dont le travail et la performance méritent d'être signalés. Chaque chef d'établissement ou son représentant sera invité à monter sur scène à tour de rôle afin de faire l'éloge de la personne qu'il a désignée. Je demande à la personne dont on fait l'éloge de monter également sur scène dès qu'elle entend son nom. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. Lors des nominations au Cercle d'excellence, l'Université du Québec à Montréal est toujours la première à nous présenter son récipiendaire. Toutefois, cette année, en raison de sa comparution cet après-midi devant la Commission de la culture et de l'éducation, aucune personne n'a été sélectionnée. J'invite donc dès maintenant le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Ghislain Bourque, à venir nous faire l'éloge de la personne qu'il a nommée, M. Michel Arcan, professeur au département des sciences de la gestion. M. Bourque. Il y en a un pour le début, puis un pour la fin. Merci. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter à l'occasion de cette intégration au Cercle d'excellence le professeur Michel Arcan. Et j'aimerais le faire dans les formes, puisque, à mon sens, il représente tout un aspect de noblesse en ce qui regarde le travail des professeurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais j'imagine aussi pour l'ensemble des établissements. Donc, de toutes les fonctions dévolues au chef d'établissement, une des plus appréciées est sans doute de pouvoir saluer publiquement la qualité de travail accomplie par nos collègues professeurs. C'est même un privilège, surtout si on considère que l'excellence de toute université, quelle qu'elle soit, réside d'abord dans la tête et le cœur de ses professeurs. En ramenant les choses à l'essentiel, force est d'admettre que le désir de produire et de partager la connaissance est le principe selon lequel s'organise l'institution universitaire et le moteur de son évolution. Il importe à ce titre de mettre en lumière l'apport de ceux et celles qui animent la vie intellectuelle et œuvrent au progrès de l'éducation et de la science. Dans son travail d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, le professeur Michel Arcan manifeste chaque jour ses indispensables qualités de tête et de cœur auxquelles je réfère. Si bien que je suis très heureux aujourd'hui de reconnaître son parcours exceptionnel en saluant son admission au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Enseigner représente une véritable passion pour le professeur Arcan, qui est membre de l'équipe du département des sciences de la gestion de l'UQTR depuis 2001. Tant ses pairs que ses étudiants tiennent à souligner la très forte valeur de son enseignement, aussi bien au premier cycle qu'au cycle supérieur. Les évaluations toujours positives et les commentaires élogieux qu'il reçoit témoignent des efforts qu'il déploie pour stimuler l'intelligence et encourager la réussite de ses étudiants. L'enseignement est un métier noble, en cela que les professeurs ont charge d'âme et de conscience. En donnant à ses étudiants l'exemple du travail bien fait, le professeur Arcan les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se dépasser. Il stimule aussi des vocations. Ce n'est certes pas un hasard si un grand nombre de jeunes chercheurs ont entrepris, sous sa direction, des études de cycle supérieur. En 2008-2009, l'UQTR a tenu à souligner la qualité de son engagement pédagogique en lui décernant le prix d'excellence en enseignement. Il faut dire que l'enseignement représente pour lui une tribune unique où il peut vulgariser les théories et modèles liés à son domaine d'expertise, à savoir le management des organisations et la gestion des ressources humaines.
Constamment à l'affût des grands courants de pensée nord-américains et européens, il a su, au fil de ses réflexions, proposer une synthèse originale, cohérente et fortement articulée de ces différents savoirs qu'il partage avec passion et générosité. Il faut savoir aussi que l'enseignement et la recherche sont des réalités académiques indissociables pour le professeur Arcan. D'ailleurs, les différents cours qu'il a élaborés ont fourni la matière au livre intitulé « La gestion du changement », qui est vite devenu une référence pour ce qui touche les transformations au sein des entreprises et des organisations. La gestion du changement a remporté en 2008 le prix du livre d'affaires dans la catégorie des ressources humaines. Les membres du jury ont noté que cet ouvrage s'était démarqué aussi bien par sa rigueur académique que par l'originalité de son approche. Très apprécié par les étudiants et les professionnels en exercice, il permet de répondre à une multitude d'interrogations d'ordre à la fois théorique et pratique. Dans un environnement où la survie des entreprises est dictée, entre autres, par leur capacité à procéder rapidement aux adaptations et aux mutations qui s'imposent, les travaux du professeur Arcan arrivent à point nommé. Il importe en ce sens de signaler que la maison d'édition chinoise One University Press a traduit la gestion du changement de manière à ce que l'ouvrage soit disponible pour l'ensemble des étudiants chinois inscrits dans les programmes de gestion. Les suites de cet ouvrage seront éditées en Europe, ce qui constitue un nouveau témoignage de la notoriété du professeur Arcan. Mon cher Michel, tes collègues sont vraiment fiers de ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu mérites amplement ce prix d'excellence. Avec dévouement, enthousiasme et beaucoup de leadership, tu as fortement participé au rayonnement des sciences de gestion à l'UQTR et, du coup, apporté une contribution substantielle au développement académique et scientifique de notre institution. Au nom de toute la communauté universitaire, reçois mes félicitations les plus sincères. Alors, félicitations, M. Arcan. Merci beaucoup, M. Bourque. Je m'aperçois que j'ai erré dans mon travail et je devais remettre à M. Arcan le certificat. Alors, si vous voulez revenir, ça va me faire le plus grand plaisir. M. Bourque, j'étais subjugué par votre... Alors... Alors, si vous me le permettez, j'invite maintenant la représentante du recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, Mme Francine Bellil, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, à nous présenter le récipiendaire de l'UQAC, M. Laszlo Kiss, qui malheureusement ne pouvait être présent aujourd'hui parmi nous. Mme Bellil. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, en l'absence de M. Bellil, qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, ça me fait plaisir bien sûr, de vous présenter M. Laszlo Kiss, qui ne peut être parmi nous à cause d'un accident, pas très grave, mais qui l'empêche de se déplacer facilement. Alors, il était malheureux de ne pas pouvoir être présent et très flatté d'être introduit au cercle d'excellence. Mondialement connu dans le domaine de la recherche sur la production de l'aluminium, le professeur Laszlo Kiss est arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1986 et a depuis mené à bien de nombreux projets inspirés de préoccupations industrielles. M. Kiss est détenteur de plusieurs brevets. Il a mis au point des appareils originaux pour la mesure des propriétés thermophysiques de substances diverses.
Passionné pour la recherche, il a entrepris il y a cela une dizaine d'années la réalisation d'un vaste programme sur un phénomène fondamental de procédé d'électrolyse de l'aluminium, soit la genèse de l'évolution des bulles de gaz sous l'anode. Ne me demandez pas d'expliquer. Il a ainsi créé le seul modèle mathématique permettant de décrire les fluctuations spatiales et temporelles de la distribution dimensionnelle des bulles et d'en déduire les fluctuations de voltage d'une cuve d'électrolyse. Je voudrais rappeler que M. Kish a reçu tout récemment la croix et les insignes afférents au titre de chevalier de l'Ordre du mérite de la République de Hongrie. Cette très haute décoration décernée par le président de la République de Hongrie et proposée par le Premier ministre veut particulièrement souligner le rôle actif joué par le professeur Kish dans le développement et l'organisation de projets de coopération en enseignement et en recherche entre l'UQAC et des universités hongroises. Il est également lauréat du mérite scientifique régional pour le prix Louis-Élie Beauchamp 2009, décerné à une personne ou à un groupe qui s'est distingué de façon particulière dans le secteur des sciences fondamentales et appliquées. Il est également lauréat du prix prestigieux, le prix Bravo, le reconnaissant comme partenaire distingué du Centre de recherche et développement Rio Tinto Alcan. Ce prix est une récompense exceptionnelle attribuée par le CRDA à l'un de ses précieux collaborateurs en recherche. En soumettant la candidature de M. Kish au Cercle d'excellence, l'Université du Québec à Chicoutimi désire lui témoigner sa profonde admiration et toute sa reconnaissance pour son grand dévouement envers l'institution, aussi bien en formation qu'en recherche. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mme Bellil. Transmettez à M. Kish toutes les félicitations de l'Université du Québec et nous ferons parvenir à M. Kish le certificat qui marque son adhésion, son entrée au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. M. Michel Ringuet, recteur de l'Université du Québec à Rimouski, je vous invite à venir rendre hommage à la personne que vous avez désignée, M. Dominique Bertheux, professeur au département de biologie, chimie et géographie. M. Ringuet. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'Université du Québec à Rimouski a l'honneur de présenter la candidature de M. Dominique Bertheux au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. M. Bertheux est professeur de biologie, spécialisé en mammalogie et conservation au département de biologie, chimie et géographie. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques. On connaît la popularité des programmes de biologie de l'UQAR et je vous confirme que M. Bertheux n'est pas étranger à cette popularité. Il s'intéresse plus particulièrement au comportement et à l'écologie des mammifères, au fonctionnement des écosystèmes nordiques et à la conservation de la biodiversité. Certes, un sujet d'extrême importance maintenant, vous le savez bien. Plus spécifiquement, il mène actuellement des recherches sur l'écologie d'une population de porcs-épics d'Amérique, étudie la dynamique trophique de la toundra arctique canadienne et quantifie la réponse au changement climatique de mammifères vivant dans la forêt boréale. Ces travaux ont d'ailleurs, eux aussi, été remarqués par des magazines comme Québec Science il y a quelques années, comme étant des découvertes d'extrême importance. Il n'est pas que professeur, M. Bertheux, c'est aussi un chercheur rassembleur. Il est directeur du nouveau groupe de recherche de l'UQAR, Boreas, qui se spécialise dans le développement de connaissances sur la nordicité. J'insiste, M. Bertheux, rassembleur, il est aussi, à titre d'exemple, il est à la tête d'un vaste regroupement de chercheurs pan-canadiens qui vient d'obtenir du CRSNG un important financement dans le très sélectif programme FONCé, un financement de 1,65 million de dollars.
Cette marque de confiance vient reconnaître la grande compétence et le leadership de M. Berthaud. On devrait déjà s'en satisfaire, mais lui ne s'en satisfait pas. Il n'est pas que professeur et chercheur, il est aussi un immense vulgarisateur. Un vulgarisateur, un animateur de la collectivité qui s'implique. Et il faut reconnaître son extrême générosité, puisqu'il se prête de très bon cœur et très souvent à de nombreuses activités de vulgarisation et d'animation scientifique pour les jeunes et moins jeunes. À titre d'exemple, assez systématiquement, certaines fins de semaine, il tient des sessions d'animation au Parc du Bec. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de mérite puisque tout le monde est vivement intéressé par le comportement du porc-épic, surtout en période de rut. Il a d'ailleurs été choisi comme porte-parole de l'événement, et à ce titre, comme porte-parole de l'événement bien connu du 24 heures de science, porte-parole pan-québécois, qui s'intitulait cette année « Au cœur de la biodiversité ». Pour toutes ces raisons, pour ses qualités de chercheur, de professeur et d'homme vivement impliqué dans le milieu, il nous faut remercier et féliciter M. Berthaud, affirmer la fierté que l'UQAR a à le compter dans ses rangs et témoigner ce soir auprès de vous du fait qu'il sera sans conteste un digne membre du Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Merci. Alors, félicitations, M. Berthaud, et merci, M. Ringuet. J'invite maintenant M. Jean Vaillancourt, recteur de l'Université du Québec en Outaouais, à nous présenter son récipiendaire, Mme Isabelle Sabourin, étudiante à la maîtrise en développement régional. M. Vaillancourt. Alors, Isabelle va venir nous rejoindre des hautes sphères de la salle. Voilà. Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Isabelle Sabourin, étudiante à la maîtrise en développement régional et diplômée du baccalauréat en sciences sociales avec majeur en politique de l'UQAR. Isabelle Sabourin est considérée par ses pairs comme étant une personne dont l'engagement et les réalisations sont exemplaires. Passionnée par le développement de sa région, Isabelle Sabourin est en effet très active au sein de divers organismes en Outaouais, dont la Table Jeunesse de Gatineau et la Table Jeunesse de l'Outaouais, dont elle est la présidente. Elle siège aussi à la Commission éducation, recherche et sciences de la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et elle est membre de la Table éducation Outaouais. Elle est également active au sein du Forum social mondial, où elle a mobilisé les délégations jeunesse internationale grâce à l'organisation d'ateliers interactifs, de visites sur le terrain et de discussions sur les bonnes pratiques internationales. Son implication bénévole prend une grande place dans sa vie et son travail a été reconnu à juste titre en avril dernier lorsqu'on lui a décerné le prix Claude Masson dans la catégorie Jeunes bénévoles, des prix Hommage Bénévolat Québec, décerné par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Son engagement lui a aussi valu d'être renommé la personnalité de la semaine Radio-Canada en mai 2010. Sur le plan académique, Isabelle a su faire preuve d'excellence tout au long de son parcours universitaire. De plus, sa curiosité intellectuelle et son sens des responsabilités en font une étudiante toujours prête à relever des défis. Attirée par le développement international, elle a d'ailleurs réalisé plusieurs projets en Chine, en République dominicaine, en Haïti et au Brésil tout au long de ses études. Ses multiples implications dans le domaine du développement local permettent à Isabelle d'être à l'affût des besoins des communautés et de faire le pont avec ses connaissances acquises, notamment dans le cadre de ses études à la maîtrise en développement régional. Son parcours démontre à quel point Isabelle a su relever des défis multidisciplinaires et conforte la place qu'elle occupe au sein des leaders régionaux du développement des territoires de l'Outaouais.
Sa plus grande fierté est d'ailleurs la crédibilité que lui accordent les dirigeants et les politiciens de la région. L'UQO est fier de cette jeune diplômée qui, à l'aube de ses 30 ans, se démarque et présente un modèle d'engagement au sein de la communauté outaouaise. Alors, je vous la présente comme nouvelle membre du Cercle de l'UQ pour l'Université du Québec en travail. Alors, félicitations, Mme Sabourin. Merci, M. Vaillancourt. Mme Joanne Jean, rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. S'il vous plaît, j'aimerais que vous veniez faire l'éloge de Mme Suzanne Dugré, professeure associée à la retraite de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social. Mme Jean. Il me fait grand plaisir cet après-midi de vous présenter Mme Suzanne Dugré, qui est professeure retraitée, toujours associée, bien entendu, et c'est ce qui est remarquable, à l'UR des sciences du développement humain et social. Si on en croit Suzanne, je vous dirais que la retraite, c'est une notion plutôt floue, qui se résume peut-être entre vraiment la retraite et la continuation de l'engagement dans la communauté universitaire et dans la collectivité. En effet, Mme Dugré est censée avoir pris sa retraite, comme le veut l'expression courante, depuis 2007. Et pourtant, Suzanne poursuit ses activités de professeur associé et continue aussi de soutenir des étudiants et des étudiantes à la maîtrise en psychoéducation. Elle est toujours membre du bureau de direction du réseau Dialogue, un réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones. Elle a été par ailleurs responsable des 2 dernières universités nomades qui ont eu lieu dans le cadre du réseau Dialogue et qui se sont déroulées dans la région de Val-d'Or. La dernière édition s'est d'ailleurs tenue l'été dernier. Et ces 2 éditions-là, elle était toujours à la retraite, on s'entend bien. Après aussi avoir participé au moment de sa carrière à l'université à la mise sur pied du laboratoire de recherche pour le soutien des communautés, que nous, on appelle de l'ARESCO, elle continue encore aujourd'hui d'en partager le leadership. Elle s'investit très activement, encore maintenant, dans les travaux de recherche touchant les communautés des premiers peuples. Je n'ai pas osé lui demander jusqu'à combien d'heures par semaine, mais peut-être que son conjoint va nous le dire tantôt, elle consacre à ce travail de continuation entre son ex-parcours professionnel et son actuelle retraite. Nous trouvions que Suzanne représentait très bien ce groupe de personnes que sont le personnel retraité de l'UQAT, qui, somme toute, demeure encore très actif et qui répond présent. Suzanne, c'est un parcours exceptionnel, marqué par une profonde empathie ainsi que par une solide volonté de contribuer au bien-être individuel et collectif. Son engagement envers les communautés des premiers peuples, son dévouement à la communauté universitaire et à la communauté régionale font que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue croit qu'elle mérite amplement une place au Cercle d'excellence de l'UQ. Donc, je vous présente l'ex-professeure Suzanne Dugré. Félicitations, Mme Dugré. Merci, Mme Jean. J'invite maintenant M. Daniel Coder, directeur général de l'Institut national de recherche scientifique, à nous présenter le candidat qu'il a sélectionné, M. Pierre Talbot, professeur au centre INRS-IAF. M. Coder. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Je ne veux pas ajouter à l'émoi que provoqué Ghislain chez notre secrétaire général, donc je vais rester sobre dans la présentation de ce grand chercheur qui est Pierre Talbot au Cercle d'excellence de l'Université du Québec.
Pierre est un professeur-chercheur d'abord à l'Institut Armand-Frappier et puis lors de sa fusion avec l'INRS, à l'INRS, Institut Armand-Frappier. Donc, il est là depuis 1984 avec nous. Pierre détient un doctorat en biochimie de la University of British Columbia de Vancouver et une formation postdoctorale en immunologie virale au prestigieux Scripps Research Institute à La Jolla, en Californie. Vous savez, en recherche, la plupart des chercheurs, même les plus productifs, sont en phase avec la recherche et le courant de recherche qui est présent. Très peu de chercheurs sont en rupture avec cette connaissance qui se développe. Et Pierre est un de ceux-là. Et j'aimerais vous raconter un peu ce qu'il a fait, et je pense qu'il illustre très bien la grande contribution que Pierre a pu faire pour le domaine où il agit. Le professeur Talbot se consacre avec passion et persévérance à vérifier une hypothèse qui est hautement originale et visionnaire, dont l'ampleur des retombées pour la santé est potentiellement remarquable. Pierre me pardonnera les raccourcis que je vais prendre pour vous expliquer sa recherche qui ne rend sûrement pas justice aux années qu'il a consacrées à ce domaine. Pierre travaille sur un virus apparemment bénin, très répandu, qui est le coronavirus humain, qui est responsable du tiers des rhumes que nous avons tous et chacun d'entre nous. Une variante, donc, de ce virus a causé la première pandémie infectieuse du 21e siècle, vous vous rappellerez du SRAS. Mais où il y a rupture par rapport aux connaissances générales, c'est l'hypothèse qu'a posée Pierre que ce virus pourrait être impliqué dans le déclenchement de certaines maladies neurologiques de cause inconnue et qui provoquent la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et bien d'autres pathologies du système nerveux qui affligent plus de 22 millions de personnes dans le monde. Donc, on connaissait mal les causes de ça. Pierre a posé l'hypothèse qu'il y aurait une origine infectieuse et qui pourrait provoquer ce type de maladie nerveuse. Et la démonstration de cette hypothèse pourrait provoquer une révolution dans ce domaine. Coup d'éclat, il a démontré la persistance coronavirale dans 30 à 50 des cerveaux humains, avec des conséquences potentielles sur l'intégrité du système nerveux. Vous comprendrez donc l'impact majeur qu'a eu cette recherche et cette hypothèse sur ce qui était considéré jusqu'à date comme étant une hypothèse peu crédible. Vous comprendrez donc la grande contribution qu'a Pierre et toute son équipe depuis plusieurs décennies maintenant. Quelques décennies, excuse-moi, Pierre. Et vous comprendrez que Pierre a reçu de généreuses subventions des organismes subventionnaires depuis plusieurs années maintenant. Ce qui caractérise également Pierre, c'est son grand souci, non pas seulement d'être un grand chercheur, mais aussi d'être un formateur de la relève scientifique. Dans le laboratoire de Pierre, vous avez constamment des stagiaires sous-gradués, des étudiants gradués, des stagiaires postdoctoraux, des associés de recherche et un personnel scientifique qui fait la relève de ce que nous sommes en recherche. Il a publié de très nombreux articles scientifiques, 130 jusqu'à date, dans de prestigieuses revues internationales. Il a été invité à de nombreux colloques, comme conférencier invité à de nombreux colloques internationaux également. Mais Pierre va au-delà de ça. Il a voulu aussi servir sa communauté à l'INRS. Il a été le premier directeur du programme de maîtrise et plusieurs années directeur du programme de doctorat en virologie et immunologie. Il a été aussi le directeur du centre INRS-IAF pendant plusieurs années et sous sa direction, nous avons vu une impressionnante relève professorale venir à l'IAF. Un des faits marquants de sa carrière de directeur a été la nomination de l'INRS à titre d'institution dans le prestigieux réseau international des instituts Pasteur. Il a reçu de nombreux prix. Il a été cherché boursier de mérite exceptionnel du Fonds de recherche en santé du Québec. Il détient une chaire du Canada de niveau 1 depuis 2003, qu'il a renouvelée récemment jusqu'en 2017. Il a également contribué au niveau international comme président du Congrès international d'immunologie qui a attiré plus de 7000 congressistes au Palais des Congrès en 2004. Il a piloté avec succès également la candidature du Canada
pour 3 congrès d'envergure internationale en microbiologie qui amèneront en 2014 plus de 5000 microbiologistes de partout dans le monde. Membre et gestionnaire de plusieurs sociétés savantes, le professeur Talbot est un chercheur et un formateur chevronné, passionné, rassembleur, visionnaire et humaniste, qui poursuit une recherche riche en retombées pour le Québec, le Canada et le monde, un modèle d'excellence que nous sommes très fiers de présenter au Cercle d'excellence de l'UQ. Alors, félicitations, M. Talbot. Merci beaucoup, M. Coderre. M. Marcel Proulx, directeur général de l'École nationale d'administration publique. Voulez-vous monter sur scène, s'il vous plaît, pour rendre hommage à M. Martin Goyette, professeur-chercheur à l'ENAP. Il faut que je vous fasse un aveu. C'est à mon insistance que Martin Goyette n'est pas avec nous aujourd'hui. J'ai réussi à le convaincre de ne pas interrompre ses vacances dans le sud de la France avec sa petite famille pour venir se joindre à nous. Il s'en excuse et m'en fait tout le reproche. Et il a parfaitement raison. Mais vous voyez, quand un jeune professeur, un tout jeune professeur, j'expliquerai tout à l'heure un peu sa carrière, connaît une année extraordinaire comme celle qu'il a connue, et qu'en plus il a aussi une conjointe qui est un professeur d'université performant, et qu'il a une famille, des enfants, des enfants en bas âge, je trouve que c'est la moindre des reconnaissances qu'une institution puisse lui faire que de lui reconnaître, l'importance de passer du temps avec ses enfants, ce qui ne doit pas lui arriver toutes les fins de semaine. Donc, il s'excuse de ne pas être avec nous, mais je suis très content qu'il prenne le temps de se reposer avec sa famille. L'ENAP a connu, au cours des dernières années, c'est le message publicitaire, une croissance assez extraordinaire de son effort de recherche. Elle le doit au travail acharné de ses directeurs d'enseignement et recherche. Nelson Michaud, qui est ici, recevra dans d'autres contextes tous les honneurs qu'il mérite pour ce travail. Mais elle le doit aussi à l'engagement de jeunes professeurs. On dit souvent qu'en sciences humaines, on met du temps à devenir un chercheur performant. On est en train de faire la preuve dans notre école que quand on choisit des gens passionnés, engagés, que le succès peut venir assez rapidement. Et pour la deuxième année, l'ENAP nomme cette année au Cercle d'excellence de l'Université du Québec un tout jeune chercheur qui a déjà fait sa marque après un temps remarquablement court. Donc, Martin Goyette est professeur à l'ENAP depuis 2007, même s'il n'est qu'en début de carrière de recherche, puisqu'il a obtenu son doctorat en 2006 et complété ses études postdoctorales tout juste avant son arrivée à l'école en 2007, Martin Goyette est déjà reconnu par ses pairs et par les praticiens du milieu, ce qui est important, comme une référence en matière de recherche évaluative touchant les jeunes et les politiques publiques qui leur sont destinées, et de façon plus particulière concernant les jeunes en difficulté. Ce qu'on appelait à une autre époque les jeunes délinquants, mais il ne serait pas très content de me voir utiliser cette expression. Depuis son arrivée à l'ENAP, Martin s'est engagé à titre de chercheur principal dans des projets totalisant plus de 1,5 million de dollars. En 3 ans de carrière, c'est pas trop mal, mettant à contribution des chercheurs d'une dizaine d'universités québécoises et canadiennes, ce qui démontre qu'il est déjà fortement maillé dans le réseau. Le professeur Goyette est membre de nombreux groupes de recherche interdisciplinaires, dont l'équipe Économie sociale, santé et bien-être, l'Observatoire des jeunes et sociétés, l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Montréal. Il est également actif sur le plan international, notamment comme chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques de France. Martin Goyette est également un professeur très actif sur le plan de la formation des étudiants à la maîtrise et au doctorat. C'est un remarquable recruteur de talents et il pousse ses étudiants notamment à solliciter des bourses et à faire pression sur l'institution pour leur en donner. Donc, c'est un créateur de vocation. Déjà tout jeune, il pense à la relève. C'est aussi, vous imaginez bien, c'est aussi déjà un chercheur prolifique qui, dès le début de sa carrière, a déjà un dossier de publication impressionnant.
c'est aussi un entrepreneur collectif qui a compris qu'à l'intérieur des universités, il faut non seulement être soi-même performant, mais qu'il faut jouer par moments le rôle de rassembleur, le rôle de lobbyiste, d'agent de pression interne. Bref, il met sur la direction et sur l'ensemble de la communauté une pression énorme pour le développement de notre effort de recherche, et il contribue à la création dans notre institution d'un climat favorable, non pas à la compétition, mais favorable au dépassement et à l'excellence. Cette excellence, justement, du dossier de recherche du professeur Goyette a amené l'ENAP à soumettre cette année sa candidature à une chaire de recherche du Canada sur les politiques publiques touchant les jeunes. Et je n'ai pas le droit de le dire qu'il l'aura. Mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'il aura cette chaire. Nous sommes convaincus que, poursuivant sur sa lancée, Martin Goyette acquérera à très brève échéance une stature internationale dans son domaine de recherche. L'ENAP est donc très fier de reconnaître, dès le début de sa carrière, de reconnaître ses réalisations et très fier de le compter parmi les membres du corps professoral et maintenant au sein du Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Merci. Merci, M. Proulx. Vous transmettrez à M. Goyette toutes nos félicitations pour sa nomination au Cercle d'excellence et nous lui ferons parvenir son certificat. Merci. J'invite maintenant M. Yves Beauchamp, directeur général de l'École de technologie supérieure, à venir faire l'éloge de la personne qu'il nomme au Cercle d'excellence, M. Serge Gauthier, directeur du service du perfectionnement. Je suis le dernier à passer, puis il y a 2 verres d'eau. Et je pense... C'est celui-là, c'est ça. J'ai une mauvaise grippe, j'ai attrapé un des virus de Pierre Talbot. Bien, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai l'honneur de présenter Serge Gauthier, notre directeur du service du perfectionnement, qui nous a annoncé d'ailleurs qu'il allait prendre sa retraite dans 1 an et demi. Et c'était le moment idéal pour pouvoir souligner sa contribution à un service important à l'école. Donc, à l'ETS, Serge Gauthier est le directeur du service du perfectionnement et le dynamisme et la détermination dont il a fait preuve lors de la création de ce service et encore davantage, les résultats qu'il a obtenus au fil des années font indéniablement de lui un excellent candidat au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Diplômé de l'École polytechnique en génie mécanique, son seul défaut, M. Gauthier est également titulaire d'un MBA de l'Université McGill. C'est fort probablement son intérêt combiné pour le génie et la gestion qui l'a mené à pressentir le potentiel et la pertinence que pouvait représenter un service de perfectionnement pour l'ETS. Fort de sa connaissance approfondie de l'école, puisqu'il y a enseigné de 1978 à 1987, soit jusqu'à ce qu'il soit nommé directeur de ce nouveau service, Serge Gauthier a su créer un service des plus recherchés qui accueille plus de 3000 participants par année, un chiffre impressionnant et sans l'ombre d'un doute l'un des plus élevés au Québec dans le domaine du perfectionnement. C'est probablement le 2e centre de perfectionnement universitaire le plus important, près de celui de HEC, fort impressionnant pour une institution de notre taille. Fidèle à la mission de l'ETS, axée sur l'enseignement du génie et de la technologie, mais également sur le transfert technologique en entreprise, le service du perfectionnement offre aux entreprises ainsi qu'aux cadres professionnels, ingénieurs et techniciens des séminaires intensifs leur permettant de parfaire leurs connaissances ou de rester à la fine pointe dans les domaines de l'informatique, de la qualité, de la technologie et du management. Le succès du service du perfectionnement de l'ETS est grandement attribuable à l'homme qui en a été le maître d'œuvre. Avec des innovations constantes d'année en année, il a insufflé une vitalité qui ne s'est jamais démentie. Et en ce sens, l'ETS et le réseau de l'Université du Québec ne peuvent que se féliciter de pouvoir profiter du talent qu'il met au service de l'École de technologie supérieure. Félicitations, Serge.
Félicitations, M. Gauthier. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Merci au chef d'établissement pour ses témoignages éloquents. Et félicitations aux nouveaux membres du Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Je vous invite à les applaudir. Mesdames et messieurs, nous procédons maintenant à la remise annuelle des prix d'excellence de l'Université du Québec. Les prix d'excellence sont décernés par l'Assemblée des gouverneurs afin de faire ressortir l'importance de la recherche, de l'enseignement et de la gestion. Comme à l'habitude, des jurys indépendants ont été formés pour évaluer les candidatures soumises par les établissements du réseau. Cette année, 5 prix d'excellence seront décernés. 2 prix en enseignement seront accordés, un premier pour l'ensemble de la carrière d'un professeur et un autre pour une réalisation exceptionnelle. Un prix d'excellence en recherche et création sera aussi attribué à un professeur pour l'ensemble de sa carrière. Les 3 lauréats de ces prix recevront chacun une bourse de 15 000 $. 2 prix d'excellence en gestion seront également décernés. Un premier pour l'ensemble de la carrière d'un administrateur et un second pour une réalisation remarquable. Les lauréats de ces prix se verront chacun rembourser l'achat d'une œuvre d'art d'un artiste québécois d'une valeur de 2 500 $. Le montant total remis cette année aux lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec s'élève à 50 000 $. La journaliste Josée Thibault, courriériste parlementaire à l'Assemblée nationale pour la télévision de Radio-Canada et RDI, a accepté, à nouveau cette année, de mettre ses talents de journaliste au service de l'Université du Québec afin de nous faire découvrir chacun de nos lauréats. Madame Thibault est, je vous le rappelle, une diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Madame Thibault, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir encore une fois, puisque c'est évidemment avec un immense plaisir que j'ai accepté l'invitation de l'Université du Québec pour animer, on va plutôt parler d'animation que de journalisme aujourd'hui, cette présentation des prix d'excellence. Je dis présenter, mais en fait, on devrait plutôt parler, je crois maintenant, de mise en valeur, puisque plusieurs d'entre vous le savent, l'Université préfère opter depuis quelques années pour la formule des entrevues avec les lauréats, et plutôt qu'un discours de remerciement qui pourrait être aussi une option. Et je trouve, moi, que ça permet de mieux connaître la personne autant que son travail, même si c'est quand même assez bref comme entrevue. On ne va pas s'étendre pendant 30 minutes. Ce ne sont pas les grandes entrevues de Stéphane Bureau. Mais encore une fois, la réalisation, la carrière des lauréats sont fort remplies. Alors, on essaie de condenser ça à l'intérieur de 7 à 8 minutes. D'ailleurs, je dis à tout le monde, je leur ai dit tout à l'heure aux lauréats, ne vous offusquez pas du fait que je ne ferai pas la nomenclature des distinctions, des subventions, des réalisations et autres, parfois, productions savantes, quand je vous inviterai à venir me rejoindre sur scène, parce que le simple fait que vous êtes des lauréats, ça témoigne en faveur de votre présence ici, bien évidemment. Mais là, je parle, alors c'est pas moi qu'on devrait écouter, c'est plutôt eux. Cette année, on l'a dit tout à l'heure, les lauréats sont 5, 3 femmes et 2 hommes, et même si dans ce cas-ci, le féminin l'emporte sur le masculin, en nombre du moins, c'est avec un lauréat qui reçoit le prix carrière en enseignement que nous allons maintenant commencer. Et je demanderai donc au professeur du département de chimie-biologie de l'UQTR, M. Sylvain Robert, de venir me rejoindre ici. Monsieur Robert, ça c'est pour vous. Ne l'oubliez pas, pas trop proche. C'est quand même assez fort. Moi, je vais mettre... Surtout que pour mes étudiants, j'ai déjà une voix qui porte. Oui, et moi, je suis capable d'avoir une voix qui porte aussi. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Robert, alors j'ai opté aussi pour la même méthode que moi j'utilise pour ceux qui sont déjà venus ici. Vous êtes quelques-uns habituellement. Je fais des pré-entrevues et ensuite j'essaie d'en sortir le meilleur pour vous mettre en valeur. Monsieur Robert, pour vous, la chimie, c'est une passion. Hein? Oui. On peut vraiment dire ça. Pour moi, c'est une équation qui est un petit peu improbable. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez comment la chimie, ça peut être passionnant.
C'est vraiment une très belle question parce qu'en fait, c'est une question que j'essaie d'aborder même avec les jeunes au primaire quand je fais des trucs d'expo-sciences et tout ça. Pour moi, la réponse est simple. En fait, tout ce qui est autour de nous, c'est de la chimie. Les matériaux qui nous entourent, tout ce qui fonctionne, le vivant, c'est basé sur la chimie. Aux grandes dames de mes copains, les physiciens, pour qui la physique est ce qui Pas de va chicane l'univers. Mais non, mes meilleurs amis sont des physiciens d'ailleurs. Mais effectivement, pour moi, la chimie, c'est parce que ça inclut tout ce qui nous entoure et c'est la vie. C'est l'environnement, c'est le fonctionnement. Et c'est pour ça que je trouve ça passionnant parce qu'on peut à peu près tout expliquer avec la chimie, autant dans le fonctionnement des objets, des choses, que l'environnement qui nous entoure, que la cuisine pour faire une bonne bouffe ou faire mûrir une bonne bouteille de vin. En plus, c'est un intérêt qui vous est venu, je crois, très jeune. Très, très, très jeune. En fait, moi, je suis un petit peu, je dis, un des enfants du programme Apollo. J'ai vu très tard dans la nuit, comme plusieurs d'entre vous, probablement, qui ne sont pas loin de mon âge, Neil Armstrong se poser sur la Lune. Donc, je suis resté de ce côté-là, mais bon, porter des lunettes quand on est jeune veut dire qu'on ne peut pas être un astronaute, donc il faut faire d'autres choses. Et puis, ben, c'est comme ça que j'ai opté pour la chimie. Mais il y a eu quand même un déclencheur. Vous m'avez parlé de professeurs qui vous ont inspiré, puis ça, c'est intéressant puisque vous en êtes vous-même devenu un. Bien, en fait, ces professeurs-là sont arrivés un peu après. Donc, à l'école secondaire. Et puis, j'ai eu des professeurs extraordinaires à la polyvalente de la salle. Je me rappelle Bernard Tousignan, Jean Hamelin, en physique et en chimie. En fait, des professeurs qui... pour être certain que je ne cause pas de problème dans la classe, souvent me faisaient faire des expériences un peu à l'extérieur parce que, comme j'étais un peu plus vite dans la classe, les autres venaient me voir plutôt qu'aller voir le prof pour avoir des explications. Fait qu'ils ne voulaient pas que je dérange trop la classe, donc ils ont acheté des modèles moléculaires pour me tasser un peu pour que j'aille faire quelque chose à l'arrière qui, eux, le servaient dans leur cours. Puis finalement, j'ai pris de la vitesse, mais j'avais vraiment des professeurs qui m'ont enveloppé et intéressé à tous les mystères de la science, non pas en donnant des réponses, mais en posant des questions. Parce que pour vous, un étudiant, c'est pas, on dit parfois ça, même des gens dans les hôpitaux, un étudiant, on dit un patient, c'est un client parfois. Pour vous, un étudiant à l'université, c'est pas un client. Absolument pas. Il faut vraiment pas le voir comme ça. Pour moi, il n'y a rien de plus important que l'étudiant dans ma salle de classe parce qu'il vient ici, non pas pour passer son temps, pour dépenser de l'argent, il vient ici pour apprendre quelque chose que moi, je vais essayer soit de lui montrer, soit de l'amener à découvrir par lui-même. Mais d'abord et avant tout, le besoin de savoir des étudiants, et on le voit dans leurs yeux quand on leur explique des choses, c'est ça qui est le plus important, puis qui vraiment qui est le moteur de la façon dont j'enseigne. Mais pour ça, il faut être très, très bien préparé. Je pense que pour vous, c'est la base. Ça prend beaucoup d'heures de travail et de préparation, effectivement. Mais quand on aime ça, on ne les compte pas vraiment. En fait, mon travail est un peu en même temps mon hobby. Bien, un de mes hobbies, là, mais c'est un hobby important. Donc, je ne vois pas tout à fait, peut-être des fois, aux grandes dames de ma conjointe et des enfants qui voudraient bien que je lâche le travail un petit peu des fois. Je reviendrai tantôt sur votre hobby, justement, parce que vous enseignez dans un domaine qui est quand même assez pointu, là, les pâtes et papiers. Est-ce que ça, c'est un choix naturel? Parce qu'évidemment, vous êtes à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on pourrait dire évidemment, c'est dans le secteur, la région et tout ça. Mais est-ce que c'était un choix naturel d'aller dans ce secteur-là en raison de votre propension chimie-biologie? Pas du tout, pas du tout. J'étais étudiant en chimie, puis comme la plupart des étudiants à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'est avoir un travail. J'ai eu un professeur d'université, Pierre Tancred, qui est devenu mon directeur de thèse, qui m'a vraiment amené dans son laboratoire de recherche, qui m'a donné le goût de faire de la recherche. Et j'ai travaillé sur des problèmes de photochimie, des problèmes reliés avec la photosynthèse. Et au centre de recherche en pâtes et papiers, quand je terminais mon doctorat, il y avait des gens qui étaient là, Jacques Valade, Claude Dano, entre autres choses, surtout Claude, qui cherchaient un postdoc qui pouvait faire des travaux dans le domaine de la lumière, de la photochimie, pour travailler sur le jaunissement du papier. Et donc, ils m'ont fait une offre de devenir postdoc. Et c'est de là que ça a démarré, parce que j'avais vraiment un milieu très intéressant aussi de ce côté-là pour continuer. Donc, je viens du domaine de la recherche.
Mais c'est ce qui m'a amené vraiment vers pousser mon enseignement, c'est le domaine de la recherche. Et est-ce que vous trouvez, dans ce secteur-là, qu'il se fait assez de recherche et développement, compte tenu du fait que le Québec, le Canada, c'est vraiment un secteur où les pâtes et papiers ont donné un essor à l'économie important dans le passé, et là, c'est beaucoup plus difficile? C'est beaucoup plus difficile, mais pas seulement au Canada. Partout en Amérique du Nord, en Europe, présentement, il se consomme de moins en moins de papier utilité, mais on s'en va vers les papiers à valeur ajoutée, qu'on appelle, et les nouveaux matériaux. Surtout tout ce qui touche les nanotechnologies, les nanocelluloses, c'est un domaine qui se développe de plus en plus. Et puis, on commence à pousser cette recherche de pointe-là à Trois-Rivières, entre autres. Et il y a énormément à développer de ce côté-là. Mais le papier de demain, ce ne sera pas le papier d'hier. Mais il va en avoir encore? Bien, je crois que tout ce qui se fait au point de vue emballage va continuer d'être dans des cartons ou des papiers. Les manuels d'instruction sont en papier. Internet? Mais quand vous sortez l'ordinateur de la boîte, avant même de le connecter, vous avez besoin d'une instruction imprimée sur papier. Et personnellement, mais c'est peut-être une déformation de ma part, je pense qu'il n'y a rien qui bat m'asseoir dans un fauteuil avec un bon livre. Le livre, il y a une histoire, le livre, il sent quelque chose. En fait, la plupart des chimistes ont un peu développé le nez pour sentir toutes sortes de choses. Et puis, un bon livre, un vieux livre, ça raconte toute une histoire, non pas parce qu'il est écrit seulement, mais par son contenu, par sa forme. Et donc, le papier va toujours demeurer, je crois personnellement. Est-ce que ça devrait être un livre de science-fiction? Parce que je parlais de passion tantôt. Vous avez une passion pour la science-fiction? Science-fiction et médiévale. C'est un peu à l'opposé les uns des autres, mais effectivement, je suis autant Star Trek que Seigneur des Anneaux. Donc, vous parlez Klingon? Un petit peu. Je suis allé voir le Klingon Institute et j'ai appris quelques mots de Klingon, mais on ne peut pas tellement discuter. Non, on n'irait pas très loin, effectivement. Mais ça rejoint quand même votre intérêt pour les pâtes et papiers parce qu'il y a de la recherche là-dedans. Il y a des éléments qui viennent dans la recherche et développement et qu'on peut transmettre aussi. La science-fiction, c'est un petit peu ça. Souvent, on a vu des choses dans le passé qui se sont retrouvées dans des films ou dans des émissions. Bien, écoutez, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, on voyait d'une façon très futuriste la première station spatiale. Il y avait une toute petite tablette dans laquelle il y avait plein d'informations. Dernière nouvelle, c'est le iPad qui vient de sortir cette année. Donc, en 2010, 2001, c'est pas tellement différent, mais il y a plein de choses en science-fiction qu'on croyait qui viendraient éventuellement dans 200-300 ans, mais on les vit aujourd'hui avec l'avancée énorme de l'informatique qui nous a amené à faire plein de choses. Et en sciences, spécialement en chimie, on fait des choses présentement dont on ne rêvait même pas il y a 20 ans, à cause de la puissance des ordinateurs qui nous donnent un grand coup de main. Est-ce que vous allez continuer encore à enseigner? Oui, c'est excessivement plaisant, c'est valorisant. À Trois-Rivières, je donne 2 cours qui sont des cours institutionnels, chimie de l'environnement qui s'adresse à tout le monde, histoire des sciences, et puis très spécialisé aussi de modélisation moléculaire. Donc la partie informatique est un peu science-fiction en même temps. Mais j'ai les pieds dans l'histoire, j'ai les pieds dans l'environnement, puis j'ai les pieds dans la science-fiction. Monsieur Robert? Ça fait 3 pattes. C'est tout le temps que nous avions. Merci. Merci beaucoup. Notre deuxième lauréat est en fait une lauréate. Le prix réalisation en enseignement revient à Mme Sylvie Doré du département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Madame Doré. Je tiens ma montre parce que je veux que tout le monde ait à peu près le même temps. Ça fait vraiment très chic, n'est-ce pas? Dis ça. Madame Doré, votre enseignement, en fait, je vais commencer par autre chose. J'avais une première question, mais je vais aller vers la deuxième tout de suite. Comment vous vous êtes intéressée au génie mécanique? Qu'est-ce qui est arrivé pour que une jeune femme comme vous s'intéresse au génie mécanique? Ça vient, c'est pas de base, c'est quelque chose auquel on penserait. Non, pas trop. J'étais toute seule de ma promotion. Je pense que ça vous surprendra pas. Sur environ 100, j'étais 1 représentait 1 en fait, c'est mon père qui m'a beaucoup influencée et c'est venu en le regardant travailler sur la conception des bâtons de hockey canadiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein? Quand la compagnie a été fondée, en fait, ils avaient demandé à mon père et à Benoît Roy, qui était professeur en éducation physique à l'Université Laval ici, de développer des bâtons pour les jeunes.
Les enfants. Pour les enfants, parce qu'ils se rendaient compte que les bâtons pour adultes étaient beaucoup trop rigides et les jeunes soit se blessaient en utilisant ces bâtons-là ou ne pouvaient pas plier suffisamment le bâton pour avoir des lancers puissants. Donc, ils ont demandé de développer des nouveaux bâtons et ils sont allés instrumenter les bâtons de hockey des joueurs de hockey du Canadien. Yvan Donc, votre Cournoyer, père était dans ce domaine-là avant vous? Oui. Oui, oui. Et c'était vraiment la naissance de ce qu'on appelle la biomécanique. Donc, c'est l'application des principes de mécanique à l'étude du vivant et des mouvements humains, etc. Et moi, je me demandais, est-ce que je vais en médecine, est-ce que je vais en biochimie, est-ce que je vais en génie? Et puis quand j'ai eu connaissance de la biomécanique, je me dis, ah oui, ça relie beaucoup de domaines d'intérêt. Parce que vous êtes en biomécanique orthopédique oui. aussi, beaucoup. Oui. Et dans ça, il y a beaucoup d'avancées très concrètes qu'on peut nommer, lister. Hein? Oui, en fait, la biomécanique orthopédique, donc c'est les principes de génie mécanique appliqués à l'orthopédie. Donc, bon, évidemment, ce sont les médecins qui posent les prothèses, mais ce sont des ingénieurs qui les conçoivent avec les médecins. Mm-hmm. Donc, moi, je m'intéresse, entre autres, à la conception et la fabrication de prothèses articulaires personnalisées, donc pour faciliter les opérations. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous en fabriquez déjà? On peut en fabriquer, mais ce n'est pas encore commercialisé. Pourquoi vous avez fait le choix d'enseigner dans ce domaine-là? Ah, moi, c'est une passion. L'enseignement, c'est vraiment une passion. Ça a commencé au secondaire. J'avais des amis qui avaient un petit peu de difficulté à comprendre et puis je prenais beaucoup de mon temps pour les aider à comprendre. Je ne peux pas dire que je leur enseignais, vraiment, je les aidais à comprendre. Et j'ai fait aussi un peu de coaching pour des élèves d'années après moi. D'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez l'enseignement. Ce n'est pas une transmission de connaissances. Non, pour moi, vraiment, enseigner, ce n'est pas transmettre des connaissances. Pour moi, c'est organiser l'information, organiser des activités pour que les étudiants puissent apprendre plus efficacement. Et ça, j'en ai eu conscience lorsque j'ai travaillé avec 2 collègues de la téléuniversité pour bâtir des cours à distance. Alors, c'est sûr que dans un cours à distance, surtout à l'époque où Internet commençait à se développer et les outils de communication synchrone, c'est-à-dire en face à face, n'étaient vraiment pas développés. Il fallait tout produire le matériel et il fallait, pour garder la motivation des étudiants, imaginer, inventer des activités intéressantes. Et cette expérience-là de développer 2 cours à distance avec France-Henri et Josiane Basse de la téléuniversité ont complètement changé ma vision de l'enseignement et en présence, je n'enseigne plus de la même façon. D'ailleurs, vous m'avez dit lors de la pré-entrevue que vous allez même jusqu'à demander aux étudiants ce qu'ils veulent apprendre et qu'eux rédigent les notes de cours. Oui. Moi, j'étais à l'UQAM, je n'ai jamais vu ça. Ou pourtant, vous négociez les plans de cours. Oui. Non, moi, ils ne peuvent pas négocier le plan de cours, mais ils peuvent négocier. En fait c'est un truc. C'est vraiment un truc parce que moi, avant cette activité-là, j'ai fait une liste de sujets. Uh-huh. Et lorsqu'ils me disent, bien, j'aimerais apprendre ci, j'aimerais apprendre ça, j'aimerais apprendre ça, curieusement, je retrouve tout ce que j'ai sur ma liste. Mais ils ont l'impression de contrôler leur apprentissage. Et ça, selon la théorie de la motivation, c'est un point excessivement important, l'impression de contrôle, la notion de contrôle. D'ailleurs, vous revenez à l'enseignement, si je comprends bien. Vous étiez vice-rectrice? Doyenne. Doyenne, c'est ça. Vice-doyenne, non? Bien, disons, à l'école, étant donné qu'on est moto-facultaire, c'est ça, c'est doyenne. Ouais. Et vous avez un projet que vous voudriez mettre de l'avant, là, si je comprends bien. Oui, en fait, demain, je termine la rédaction d'une chaire, d'une demande de chaire. Alors, c'est une chaire en génie de la conception, mais c'est surtout pour agir sur les programmes. Donc, c'est presque une chaire d'enseignement.
Alors, j'en suis, même encore avant de venir, je faisais les dernières corrections à la demande. Et ça, est-ce que ça pourrait contrer ce que vous m'avez dit être dramatique pour le Canada? En fait, si on fallait noter le Canada sur la recherche et développement dans votre secteur, on aurait un bon D selon le Conference Board? Puis, Effectivement. Ça fait presque une vingtaine d'années que le Conference Board compare la performance du Canada en innovation à 16 autres pays de l'OCDE. Et nous nous retrouvons, bon an, mal an, au 14e rang sur les 16. Et une des raisons qui a été évoquée pour ça, c'est le manque d'ingénieurs concepteurs. Alors, le but de la chaire, c'est de former plus d'ingénieurs, mais surtout de mieux les former à la conception. Et pourquoi pas plus de femmes aussi? Je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Oui. Mais oui, c'est sûr. Pourquoi pas plus de femmes? Parce qu'il y en a peu. Vous étiez la seule de votre promotion, mais je ne sais pas mécanique. si vous avez beaucoup d'étudiantes qui s'intéressent à la biomécanique. Biomécanique, oui. En fait, si on regarde on est combien de femmes professeurs à l'école? 12aine, 14? Presque la moitié viennent soit de biomécanique, biomédicale, imagerie médicale. Donc, c'est quelque chose qui attire les femmes. Ma théorie, c'est que les femmes, on aime avoir un projet de carrière un petit peu humaniste. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui s'en vont en sciences de la santé, etc. Peut-être qu'en génie, le public ne perçoit pas ce côté-là, peut-être utilitaire, humanitaire. Mais en biomécanique, en environnement, il y a beaucoup de femmes en environnement. Ça, c'est des domaines qui attirent beaucoup de femmes en génie. Alors, j'espère qu'avec votre chaire, vous allez réussir à en attirer plus. Et avec le retour à l'enseignement, j'imagine que oui aussi. Hein? Bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour le prix carrière en recherche et en création, j'invite Mme Laurie Saint-Martin, qui est professeure titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Mme Saint-Martin. Je vais essayer avec vous, je ne sais pas comment je vais réussir en 7 ou 8 minutes, de couvrir les 3 volets que je voudrais bien couvrir avec vous parce que c'est assez intéressant. L'enseignement, la recherche, la création et aussi la traduction, qui est quand même assez originale. Vous avez un enseignement qu'on peut qualifier d'engagé. Comment on peut le décrire, cet enseignement-là, engagé? Et si je décrivais l'ensemble à la fois de ma recherche théorique, critique et de mon enseignement, je dirais que j'ai été engagée d'ailleurs pour développer le secteur des études féministes en littérature au département d'études littéraires. Alors j'ai encore, je dirais, une double visée, c'est-à-dire d'une part, c'est de distinguer entre le masculin et l'universel. On a beaucoup trop tendance à confondre, donc à démarginaliser, je dirais, l'écriture des femmes, à la faire connaître, à trouver, à donner à cette écriture sa juste place dans le champ littéraire et dans la tradition littéraire, et d'autre part, quand même, tout en l'intégrant de plein pied dans cette tradition, montrer sa spécificité. Parce qu'au fond, qu'on soit un homme ou une femme, toutes les femmes n'écrivent pas de la même façon, tous les hommes n'écrivent pas de la même façon, mais il n'empêche que la personne qu'on est, le sexe auquel on appartient, c'est un élément important de notre expérience de vie, et notre expérience de vie a quand même une influence sur notre écriture. Et c'est toutes ces questions-là, au fond, que j'explore tant avec mes étudiants, et surtout mes étudiantes, dans la salle de classe que dans ma propre recherche. Oui, vous mentionnez vos étudiantes parce que je regardais dans votre dossier de candidature, je pense que c'est à la maîtrise que vous avez un homme. Oui, c'est tout récent. Ça va être le deuxième. Évidemment, les études féministes attirent davantage les femmes. On a une majorité, de toute façon, d'étudiantes en littérature, quel que soit le cours. Mais disons qu'on peut aussi, et ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans mes recherches des quelques dernières années, et ça, évidemment, ça intéresse les étudiants, les garçons aussi, c'est de voir aussi comment le masculin, le genre, mais c'est pas seulement l'écriture des femmes qui est porteuse de cette dimension
sexuée ou genrée, si on veut, mais celle des hommes aussi. Donc, on peut étudier aussi les représentations du masculin et du féminin dans les écrits des hommes, la construction de la masculinité comme production sociale et textuelle. Alors ça, il n'y a pas de raison que des garçons ne s'intéressent pas aussi à ces questions-là. Il n'y a pas de raison, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je lisais aussi dans votre dossier de candidature que quand vous avez décidé de vous consacrer à la littérature féministe, c'est entre autres parce qu'il n'y avait rien qui s'était écrit, ou à peu près, sur la littérature féministe. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on avait peur ou est-ce qu'on se cantonnait dans un rôle, je ne sais pas, vous savez, le cliché, là, on se dit, bien, si on écrit féministe, c'est donc qu'on est une femme frustrée? Ça, à mon avis, c'est tellement un faux débat, là. Mais disons qu'à l'époque, moi, j'ai commencé mon doctorat en 81, et à ce moment-là, sur la littérature québécoise, il y avait très peu de choses. Il n'y avait aucun livre, il y avait plusieurs articles. Des écrits, des articles. Mais il y avait plusieurs articles sur des auteurs particulières. Là, il y avait des études sur Gabriel Roy, sur Anne Hébert, mais il n'y avait pas du tout de grandes études, disons, transversales, ni d'histoire de leur tradition et tout ça, et ça manquait. Mais vous savez, il y a des moments dans l'histoire comme ça où plusieurs personnes, et on le voit dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de n'importe quel domaine de pensée, où plusieurs personnes commencent à peu près en même temps à se poser les mêmes questions, puis à combler les mêmes lacunes. Comme s'il y avait un besoin. Il y a un besoin, puis il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait qu'à certains moments, on commence à travailler d'une façon qui peut être partagée par plusieurs autres. Mais je dirais que moi, je suis très fière d'avoir eu aussi des cours et d'avoir subi l'influence de plusieurs pionnières qui avaient commencé leur carrière en travaillant sur l'écriture des hommes, qu'on croyait universelle à l'époque, naturellement, comme je disais tout à l'heure, et qui ont eu le courage après quand même de dire, on va créer ce champ, on va commencer à le faire, et moi, je m'inscris dans la suite de ce mouvement-là. Et pour moi, c'est important de dire, bon, comment j'ai commencé mes études à l'université, il n'y avait pas tant de cours. Maintenant, il y en a, puis les étudiantes peuvent suivre des cours, faire des recherches, avoir une carrière dans le domaine par la suite. Et ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs générations. Et la recherche, d'ailleurs, je pense que c'est très, très important aussi qu'elle se poursuive. Ben voilà, c'est ça. Il y a des questionnements, et ça, c'est le lien qui est très riche toujours entre l'enseignement et la recherche. C'est que dans la salle de classe, on découvre des choses, on dit « Ah, j'aimerais ça aller plus loin avec ça ». Et plusieurs de mes étudiantes avaient fait un petit travail au bac, et je leur ai dit « Ça pourrait être un mémoire, ça pourrait être une thèse ». Oh! Et plusieurs années plus tard, un déclencheur. Ça devient, pas toujours, mais ça devient le mémoire ou la thèse en question. Elle dit « Je ne l'avais pas vu à l'époque, mais maintenant je vois ». Et c'est tout un cheminement des idées dont nos propres recherches, il faut avancer ça, mais aussi les personnes qu'on accompagne et qui nous accompagnent, nos contemporains aussi. Et quand on est à la fois professeur et chercheur en études littéraires, est-ce que écrire est une obligation, presque une nécessité pour la personne, pour vous, par exemple? Ben, moi, j'ai toujours fait de la création littéraire. Quand j'étais adolescente, je me disais que j'allais être auteure, écrivaine, et que j'allais vivre de mon écriture, ce qui naturellement était une très grande illusion qui s'est dissipée par la suite, parce qu'il y a à peu près 12 personnes qui vivent de leur écriture au Québec. Mais ça c'était mon projet de carrière de l'époque, mais je dirais que l'un des grands bonheurs du travail à l'université, c'est qu'on peut on a beaucoup de liberté quand même pour, disons, travailler dans plusieurs directions. Et pour moi, l'écriture de création, la vraie écriture, si on veut, est un grand bonheur, une grande liberté. Parce que vous êtes auteur de nouvelles. Oui, j'ai publié 2 recueils de nouvelles. Ça fait longtemps que je dis que je travaille sur un roman, mais je n'y travaille pas très fort, mais il est toujours dans ma tête et dans mon cœur. Il faudrait un jour qu'il aille un peu plus loin. D'ailleurs, vous avez dit que la création littéraire, ça vous rendait heureuse. Ah, vraiment. Je dirais tous les aspects de mon travail, bon, sauf peut-être quelques mauvais travaux à corriger, les assemblées départementales, parfois, ça, c'est pas le mieux, là, vous savez ce que je veux dire si vous enseignez. Mais le reste, je dirais, le reste de mon travail me plaît énormément, la recherche, l'enseignement, le reste aussi. Mais la création, c'est vraiment pour moi. C'est-à-dire, c'est entre moi et les mots. C'est entre moi et simplement ce départ que je fais. Et là, il y a quelque chose que je ne trouve pas dans les autres aspects
de la carrière universitaire et qui me comble, effectivement. Et est-ce que vous le retrouvez un peu dans cet autre volet que je voulais un petit peu aborder, la traduction? Est-ce que ça, pour vous aussi, c'est de la création, traduire de l'anglais au français, d'après ça? Oui. Ben, la traduction littéraire, c'est un petit peu entre les deux. C'est un peu de la recherche, parce qu'il faut en faire, il faut maîtriser un lexique, il faut connaître un univers d'écrivain. Si on traduit des essais, il y a tout un vocabulaire technique, et même dans certains romans, c'est le cas. Et c'est aussi de la création, mais de la création qui n'est pas libre comme celle où nous-mêmes nous écrivons, bien sûr. Mais il reste qu'il y a un élément créatif très fort dans la traduction littéraire également. Il y a une forme de difficulté aussi, comment retransposer le style, l'esthétique d'un autre écrivain alors qu'on est soi-même un auteur? Ben, il faut oublier qui on est. Enfin, c'est pas... Quand on traduit ça, je le fais d'ailleurs avec mon conjoint, on va gagner, le reste je fais seul, mais ça c'est une chose qu'on fait ensemble. Et c'est pas... Quand on traduit, c'est pas de nous qu'il s'agit, c'est du texte, et c'est pas pour se mettre en avant. C'est un métier d'ombre, la traduction. C'est un métier d'abnégation. Mais c'est quand même satisfaisant. Ah, très! Mais c'est pas pour se mettre en valeur, c'est pour capter la musique de l'auteur, capter la voix qui se trouve dans le texte, et on est au service de cette voix-là. Donc, si l'auteur écrit, disons, de façon très sèche et très courte, et que nous, naturellement, on voudrait écrire autrement, on ne le fait pas. On suit cette musique-là, on recrée cette musique-là pour le bonheur des lecteurs dans l'autre langue, dans la langue d'arrivée. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Mme Saint-Martin. Merci. Le quatrième prix, celui de la carrière en gestion, est remis à M. André Paradis, qui est le vice-recteur aux études de premier cycle de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Paradis, pendant que vous arrivez, je dois vous dire que j'étais assise devant deux personnes qui vantaient vos qualités tout à l'heure, assises derrière moi, qui disaient que vous étiez un homme charmant, souriant et toujours disponible. Je ne les connais pas, mais je vous dis que c'était très, très chaleureux. Monsieur Paradis, avant de parler de gestion, je voudrais quand même parler de votre parcours quand même assez atypique. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une formation de mathématicien. Vous vous êtes rendu jusqu'au doctorat. Puis après ça, vous avez bifurqué. Vous avez fait une maîtrise après dans un autre domaine, l'informatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a deux raisons. La première, c'est que dans le début des années 80, toutes les universités au Québec souhaitaient développer des programmes d'informatique. Donc, la demande en professeurs était très importante et il y avait peu de candidats. Donc, conséquemment, une réorientation vers l'informatique faisait en sorte que l'université pouvait par la suite utiliser mes services pour enseigner l'informatique. Mais c'était important aussi pour vous, les mathématiques? Oui, les mathématiques, c'était très important, effectivement. Mais vous savez, entre les mathématiques et l'informatique, il y a une petite différence, mais elle est quand même légère. L'informatique utilise énormément les mathématiques ou les méthodes mathématiques. Donc, une fois qu'on est en mathématiques, faire de l'informatique, c'est un atout majeur. Vous êtes en train de me dire que vous avez joint l'utile à l'agréable? Oui. Parce que vous m'avez dit que l'informatique, il y avait quelque chose de plus agréable que les mathématiques. Oui, puisque je n'ai pas donné la deuxième raison. Alors, la deuxième raison, c'est plus personnel. C'est que je me questionnais personnellement sur les finalités des recherches que je menais en mathématiques. C'est ça que... Donc, la réorientation en informatique permettrait de rendre plus concret les finalités de nos recherches en informatique et aussi, évidemment, de limiter dans le temps la période à laquelle on travaille à ces projets. Si on peut réaliser des choses et en voir la fin en informatique, alors qu'il y a des problèmes mathématiques dont on n'a pas encore trouvé la solution depuis des années, je pense. Tout à fait. On peut réaliser les choses plus rapidement et toucher aussi plus de secteurs différents. Donc, de réaliser des projets pour des gens qui utiliseront ces résultats-là pour le milieu socio-économique dans lequel ils se trouvent. Vous n'êtes plus professeur, évidemment, mais ça a été quand même une grande partie de votre carrière. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour quelqu'un qui, comme vous, avait cet enlignement d'aspirer éventuellement, comme vous l'avez fait, à une carrière en gestion? Disons que le fait que j'ai abordé la gestion, c'est un concours de circonstances.
Alors, j'étais représentant des professeurs au conseil d'administration de l'UQTR. Et la rectrice, la vice-rectrice, pardon, qui est devenue par la suite la rectrice, Mme Claire de la Durantais, se questionnait énormément sur les technologies, l'apport des technologies au sein des universités. Et donc, m'a demandé de considérer, de créer un groupe de travail pour déterminer quelles seraient les actions que l'Université du Québec à Trois-Rivières pouvait mettre en place afin d'utiliser à bon escient les technologies. On est ici dans les années 90, en 1997. Donc, le plan a été reçu très positivement par la communauté universitaire. Donc, par la suite, la vice-rectrice m'a demandé de le mettre en place. Et voilà. Et il s'est présenté un autre problème pour le développement d'un système académique. Et donc, il a utilisé aussi mes services. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai de moins en moins enseigné, j'ai fait de plus en plus de gestion. C'est ça, parce que quand vous êtes devenu vice-recteur, c'est ce projet-là de moyens techniques, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, pour venir en aide aux étudiants qui était votre priorité? C'est ça que vous vouliez réaliser? Est-ce que c'est fait, là? Ça existe, ça fonctionne, ça se développe? En fait, lorsque je suis devenu vice-recteur, c'était pour mettre en place tous les services à caractère technologique, techno-pédagogique, de ressources informationnelles qui permettraient aux professeurs de mieux faire leur travail et aux étudiants de mieux réussir. Est-ce qu'il y avait un peu de réticence au départ? Parce qu'à cette époque-là, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais il y avait quand même, on disait... technologie rime avec perte d'emploi. La machine va remplacer la personne. Oui. Même dans le milieu universitaire, il y avait cette croyance. Donc, ça a pris beaucoup de persévérance pour convaincre les professeurs. C'était beaucoup plus facile avec les étudiants. Donc, utiliser les technologies, ça améliorerait leur travail d'enseignement d'une part, mais aussi leur travail de recherche. Qu'est-ce qui a changé avec ce projet-là, la concrétisation de ce projet-là? À quel niveau? Au niveau de l'université pas à votre niveau, au niveau des réalisations que ça a permis. Vous êtes au-dessus de ces gens-là, vous leur dites, je vais implanter un programme. Vous allez voir, ça va vous aider. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de ceux qui ont pu qui ont utilisé ce projet-là? Bien, je voudrais d'une part dire que réaliser de tels projets à l'échelle institutionnelle, c'est un travail d'équipe. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une équipe exceptionnelle comme cadre, qui ont permis de réaliser l'ensemble des projets qu'on a mis en place. Donc, qu'est-ce que ça a permis? Bien, il y a différentes réalisations. Si on pense, par exemple, que dans le domaine des bibliothèques, maintenant, les professeurs ont accès à toutes les revues qui sont dans nos bibliothèques, mais ils sont sous un format informatisé. Donc, les professeurs peuvent travailler de leur bureau, peuvent travailler de la maison, les étudiants peuvent utiliser ces ressources. C'est la même chose pour le matériel de cours, les préparations de cours. Les professeurs peuvent utiliser les technologies pour les rendre accessibles aux étudiants. Si on pense à un projet que nous avons développé qui permet aux professeurs, par exemple, d'entrer les résultats académiques des étudiants au fur et à mesure que le cours se déroule. Eh bien, avant, vous vous rappelez, on utilisait le papier, on affichait ça sur la porte du bureau. Il fallait que les étudiants se déplacent. À une époque, on ne pouvait pas mettre les noms, il fallait donner des codes. Et là, les étudiants devaient apprendre leur code, ils avaient oublié leur code et tout ça. Là, maintenant, par informatique, l'étudiant a accès à son dossier personnel. Et tout se déroule beaucoup mieux. Est-ce que ça continue de se développer, ça? Est-ce que ça se modifie avec les besoins qui changent à l'université? Oui. Il faut dire que les technologies, il faut les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles permettent de mieux accomplir le travail des professeurs, permettent aux étudiants de mieux réaliser leur apprentissage. Donc, depuis les dernières années, ce à quoi on s'est consacré à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est à travailler sur la pédagogie universitaire et à travailler sur la réussite des étudiants et d'utiliser les technologies pour supporter ces deux grands projets. Comment? Pardon? Comment? Bon, par exemple, si on pense au niveau de la pédagogie universitaire, on a mis en place un bon nombre de mesures qui permettent d'intéresser les professeurs à la pédagogie universitaire. Donc, par exemple, tout nouveau professeur qui est engagé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on lui offre une formation qui s'échelonne sur toute la session, qui dure 3 jours, donc à des moments différents de la session. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en commençant pour la pédagogie? Non, au début, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais j'ajoute
pour ne pas perdre cette idée-là, que pour les encourager à suivre ces formations, on leur offre un dégagement d'enseignement. Alors, je dois vous dire qu'il n'y en a pas du tout, en fait, depuis 3 ans. Aucun a refusé de suivre des formations. Non, parce qu'il faut quand même bien savoir, et les gens qui sont ici présents le savent très bien, lorsqu'on engage des professeurs, on regarde dans un premier temps ses capacités de recherche, son dossier de recherche. Oui, évidemment. Et donc, le professeur est rapidement happé par les exigences de la recherche, donc à soumettre des demandes de subvention, à obtenir ces demandes-là, à diriger des étudiants. Alors, évidemment, comme dans une journée, il n'y a que 24 heures, bien, il y a une priorisation là, des dossiers qu'ils ont, et puis souvent, c'est la pédagogie qui en souffre. Mais je dois dire que, et c'est ce qui est très satisfaisant dans le travail que nous avons fait, moi et mes collègues à l'UQTR, c'est que depuis quelques années, la pédagogie représente un élément important pour de plus en plus de professeurs. Tant mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On a dépassé notre temps. Vous voyez? Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il me manque une page, mais c'est pas grave, j'ai quand même... Madame Gélineau. La dernière lauréate reçoit le prix d'excellence attribué pour la gestion volet réalisation, Madame Annick Gélineau de l'Université du Québec en Outaouais, campus, est-ce qu'on peut dire ça, de Saint-Jérôme? C'est ça. Vous êtes en poste dans ce secteur-là, à Saint-Jérôme, depuis à peine 2 ans et vous avez déjà un prix d'excellence. Oui. Ça vous fait quoi? C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. D'abord, pour moi, ça a été une belle reconnaissance de la part des dirigeants de l'université, le recteur, M. Vaillancourt, le vice-recteur, M. Dubé, pour le travail qui est accompli à Saint-Jérôme. Mais oui, c'est quelque chose. Parlez-nous justement de ce que vous avez implanté à Saint-Jérôme, parce qu'il existait déjà une petite unité, une petite entité. Qu'est-ce que vous deviez faire quand vous êtes arrivé? En fait, l'UQO offre depuis 2004 des activités d'enseignement à Saint-Jérôme. Et il y a eu tout un travail avant que j'arrive en 2008 là, de fondation, mais c'était essentiellement des activités d'enseignement. Et avec mon arrivée, on a eu l'obtention de la construction d'un édifice. Moi, je ne me suis pas occupée du volet, de ce volet-là, mais ça a été de développer l'ensemble des activités pour couvrir l'ensemble des missions de l'université dans les services offerts aux étudiants à Saint-Jérôme. Donc, à la fois la vie étudiante, les services aux étudiants, le soutien à l'enseignement et les cours comme tels. Vous étiez là, en fait, pour encadrer l'expansion? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ça s'est concrétisé comme ça, oui. J'ai accompagné, j'ai contribué à l'expansion, effectivement. Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez quand vous avez dit oui à ce projet-là? Parce que vous êtes loin de non. Patrie, l'université en Outaouais? Non. Oui, on est loin de... Oui, on est quand même à 200 km. Ça pose son lot de défis, la distance, effectivement. Mais vous ne saviez pas dans quoi vous vous embarquiez? Pas tout à fait, non. On avait des projets, des idées, puis c'est sûr qu'au fur et à mesure où on prend connaissance des gens, de l'équipe qui est là, des opportunités qui se présentent, c'est un milieu qui est extrêmement dynamique, où les gens ont accueilli l'université à bras ouverts. Alors, ça a permis aussi de développer des partenariats, des collaborations, d'ouvrir sur des projets qu'on n'aurait pas pu penser il y a 2 ans. Donc, ça a été vraiment excessivement dynamique. Donc, ce que je pensais il y a 2 ans, effectivement, ça a bien évolué depuis ce temps-là. Et est-ce que le fait d'être loin de l'Université du Québec en Outaouais, c'était finalement un avantage pour implanter quelque chose de nouveau? Je ne pense pas que c'était ni un avantage ni un inconvénient. C'est une réalité, il faut composer avec cette réalité-là. Les technologies font en sorte que l'éloignement est relatif, mais la vision est claire sur le développement, sur ce qu'on veut faire à Saint-Jérôme, et dans ce temps-là, c'est plus facile de partir avec ces orientations-là puis de les mettre en œuvre. On ne l'a pas dit, si les gens ne savent pas, c'est surtout sciences infirmières qui est enseignée. En fait, c'est les programmes plus liés au domaine de la santé. Les sciences infirmières occupent une grande partie de l'effectif étudiant, effectivement, mais on a aussi éducation, travail social, éducation et administration cet automne. Est-ce que c'est à cause de ça que c'est peut-être plus facile d'avoir des bons partenariats avec le milieu parce que les sciences sociales, sciences humaines, ça vient chercher les gens qui ont besoin de ces personnes-là qui vont sortir diplômées à Saint-Jérôme?
Oui et non, pas nécessairement, parce que quand on regarde les projets qu'on développe, ça couvre différents volets. Oui, c'est sûr qu'avec le réseau de la santé, il y a un partenariat intéressant, mais l'avenue d'une université dans un milieu avec les caractéristiques que sont les Laurentides, c'est aussi d'ouvrir sur différents volets. Actuellement, moi, je travaille sur un projet sur le transport des étudiants vers leur lieu d'études. Est-ce qu'on peut éviter que les gens viennent seuls en voiture? Alors, on sort là, du disciplinaire comme tel. Le monde de l'éducation aussi était très intéressé par notre arrivée. Alors, il y a tellement à faire, il y a tellement à développer que ça prend différentes facettes. C'est ça, vous avez un peu adapté votre modèle de gestion à la réalité d'une région? On s'est adapté aux caractéristiques tout en respectant les politiques là, et la façon de faire de l'UQO. Et là, on sent qu'à certains égards, il y a des cultures différentes, effectivement. Il y a une marge de manœuvre à Saint-Jérôme pour faire les choses un peu à notre façon, dans la mesure du possible. Par exemple? La rentrée, par exemple, cette année, la semaine prochaine, c'est la rentrée des étudiants et on fait à Saint-Jérôme une fête au centre-ville de Saint-Jérôme avec le cégep. Donc, on fait fermer des rues, on fait une fête dans un parc au centre-ville. Donc, c'est un peu notre façon à nous de tenir compte du type de partenariat qu'on a avec le milieu puis de tenir compte de notre réalité aussi. On ne parle pas d'initiation, là? Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est les projets de développement? Parce que là, c'est quand même établi. Vous avez votre nouvelle bâtisse, vous avez des partenariats, vous avez doublé le personnel oui, depuis 2 ans. C'est quand même de gros défis qui ont été, qui sont peut-être pas terminés non plus de réaliser. On a doublé le personnel, on a triplé le nombre de professeurs aussi qui sont à Saint-Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite? Est-ce qu'on agrandit encore ou est-ce qu'on consolide? Bien, en consolidant l'offre de programme, ça va probablement nous obliger assez rapidement à agrandir. Le nombre d'étudiants, la croissance d'effectifs est importante d'année en année. On a une belle courbe et déjà là, cette année, on a une augmentation importante du nombre de nos étudiants dans nos murs. Alors, on va probablement manquer de place assez rapidement. Mais je pense qu'il faut d'abord consolider notre offre de programme et venir aussi en soutien aux professeurs dans leurs activités de recherche pour qu'ils s'implantent dans le milieu, qu'ils fassent des partenariats eux aussi avec les différentes organisations dans leur domaine de recherche là, pour pouvoir développer l'ensemble des volets de la mission de l'université là, dans la communauté. Mais est-ce que vous allez rester avec les programmes qui sont offerts présentement ou est-ce que vous voulez aller vers d'autres secteurs? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire aussi? Bien, le plan stratégique de l'université prévoit là, le développement d'offres de programmes. Actuellement, on travaille à voir dans quel ordre puis quel échéancier, de quelle façon on peut concrétiser là, ce qui était dans le plan stratégique. Et vous voudriez continuer? Bien sûr. C'est un beau projet, c'est très dynamique. Là. On développe des activités universitaires dans une ville où tout est à faire, tout est dynamique. Et on est tellement bien accueillis que c'est très stimulant de travailler à Saint-Jérôme. Madame Gélineau, merci beaucoup. Merci. Je vais laisser ça ici. Un grand merci, Mme Thibault, pour ces entrevues très intéressantes avec nos lauréats 2010. Je vous demanderai de rester sur scène pour la remise des prix. Applaudissons chaleureusement maintenant nos lauréats 2010 des prix d'excellence de l'Université du Québec. J'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec à monter sur scène pour la remise des prix. Chaque lauréat, accompagné de son chef d'établissement, sera invité tour à tour à rejoindre Mme Beauchamp sur scène pour la remise du prix et la prise des photos. Pardon. Monsieur Sylvain Robert, professeur au département de chimie-biologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, si vous voulez bien monter sur scène avec Monsieur Ghislain Bourque, recteur de l'UQTR. Je vous inviterai à rester sur scène, s'il vous plaît. Madame Sylvie Doré, professeure au département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Voulez-vous, s'il vous plaît, venir nous rejoindre avec Monsieur Yves Beauchamp, directeur général de l'ETS?
J'invite maintenant sur scène Mme Laurie Saint-Martin, professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que M. Claude Corbeau, recteur. Monsieur André Paradis, vice-recteur aux études de premier cycle et au soutien académique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Veuillez vous joindre à nous pour la photo. Monsieur Bourque, s'il vous plaît, merci. Et enfin, Mme Annick Gélineau, directrice du soutien aux études au campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais, avec M. Jean Vaillancourt, recteur de l'UQO.